En Europe, toutes les 5 secondes, 10 femmes sont agressées sexuellement. Un fléau mis en lumière en 2017 avec l'affaire Weinstein. En France, c'est le Balance ton porc qui déclenche le scandale. La parole des femmes se libère. Je ne pensais pas qu'au bout de 2 ans, je continuerais à gérer des appels au secours de victimes. Des victimes qui osent et accusent. La dernière affaire, révélée par Mediapart, incrimine le cinéma français. L'actrice Sadel Enel dénonce les attouchements d'un réalisateur. Il ne s'agit pas d'une malencontreuse caresse, non. Il s'agit d'un homme adulte qui la force à avoir des relations sexuelles. Des violences qui ravagent la vie de centaines de femmes chaque année. Voilà. Ce que je voulais, c'était que mon corps il s'éteigne, quoi, que tout s'arrête, quoi. Exceptionnellement, la BAC Métro a accepté la présence de nos caméras. Vous allez découvrir le quotidien de cette brigade spécialisée dans les agressions sexuelles. Il se frotte en fait. Il a une mimole dans le jogging. Ah, c'est lui. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. 9 fois sur 10, les victimes sont des femmes. Elles sont trop souvent la proie d'hommes au comportement inacceptable. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que... Dès le matin, en prenant les transports en commun, Vous avez senti le même ou juste le sexe? Non, directement, aucunement. J'aime tes genoux, ça j'adore tes genoux. mais surtout dans la rue, où elles doivent faire face à des remarques sexistes, beaucoup trop présentes. J'aime tes genoux. Oh là là. Au départ isolées, les femmes font aujourd'hui cause commune. Solidarité avec les femmes du monde entier. Mon père me dit remets donc ton jupon. Dans leur combat, elles peuvent compter sur un soutien de poids, Marlène Schiappa. L'année dernière, elle a fait voter une loi qui permet de protéger les femmes du harcèlement de rue. Avec MeToo et Balance ton porc, plein de femmes se sont dit en fait, finalement, c'est pas moi le problème en fait, c'est la société. Propos vulgaires, gestes déplacés, messages insistants, enquête sur un tabou en train de se briser. À Paris, l'enfer des transports en commun est une réalité. Chaque jour, plus de 4 millions de passagers empruntent le métro. Les femmes deviennent les proies des agresseurs. Elles seraient 9 sur 10 à être concernées par ce type de harcèlement. C'est d'ailleurs le cas d'Adélaïde, 36 ans. Alors qu'elle revient d'un voyage à Marseille, elle s'est fait agresser dans ce couloir de métro il y a tout juste un an. Je rentrais, j'arrivais comme ça, et je sens qu'on me touche la fesse, mais bien. Et sur le moment, je me dis bon, je m'arrête. Et le mec se retourne en fait, me fait un petit rictus et un petit clin d'œil. Et là, je fais ok, d'accord, c'est pas qu'il y avait du monde, c'est pas l'effet de masse. Et en plus, il y avait personne dans le couloir à ce moment-là, on n'était que 2 à peu près. Donc je comprends bien que j'ai affaire à un agresseur. Une main aux fesses et un agresseur qui reste près d'elle. Adélaïde décide de réagir. Donc je sors mon portable comme ça, je commence à le filmer. En plus, comme le portable est noir sur le pull noir, c'était vraiment... il fallait que ce soit discret, c'est jamais sur qui on peut tomber. Hein. Là, en plus, il avait une bonne tête de psychopathe. Il s'agit de cet homme vêtu d'un jean et d'une veste en cuir. Son comportement va confirmer les soupçons de la jeune femme. Là, en fait, je vois qu'il se retourne, avant de passer le virage, il se retourne une nouvelle fois vers moi pour jeter un coup d'œil pour voir où est-ce que je suis. Je te filme. Donc là, je comprends que j'ai eu raison de sortir le portable, qu'il faut que je fasse attention, et donc je suis hyper prudente. Adélaïde reste en retrait. Avec son portable à la main, elle filme son agresseur pour se protéger si l'idée lui venait d'aller plus loin. Il attend que je passe, il attend de savoir de quel côté je vais aller pour pouvoir suivre la même route.
Et ça dure bien une bonne vingtaine de secondes à ce niveau-là. Et il se remet les parties en place. Le problème, c'est que je dois aller sur ce quai, donc il faut que je reste à distance pour me protéger, assurer ma sécurité. La jeune femme prend son courage à deux mains et continue à avancer vers sa ligne de métro. Et là, il continue à se retourner vers moi pour voir où est-ce que je vais être. Il continue à regarder si je le suis bien et si je suis bien sur cette ligne-là. Et en fait, on se retrouve en haut des escaliers, on voit se retourner, continuer à me regarder de manière insistante et oppressante. Et surtout de manière, c'est pervers quoi, c'est un regard vraiment pervers. Hors de question de le perdre de vue. Courageuse, Adélaïde le suit à la trace. Elle se met dos au métro et affronte le regard de son agresseur, plus déterminé que jamais. Jusqu'à présent, il m'avait jeté que des petits regards. Et là, en fait, il me regarde fixement, il essaie de m'impressionner. Et moi, je tape mon regard le plus vénère pour pas qu'il remarque en fait, que je le filme. Il se concentre sur mes yeux. Je le voyais rigoler, je le voyais se faire des petits rictus. Je sentais bien le côté pervers, le côté agresseur, le côté chasseur surtout. Après presque 2 minutes de traque, l'homme remarque enfin le portable d'Adélaïde et comprend qu'il est filmé. Surpris, il fait demi-tour. Une fois qu'il a remarqué qu'il était filmé, il a changé de stature, il s'est dirigé vers la sortie et en même temps il a quand même essayé de toucher une fille en fait. Sur ces images, on le voit clairement tenter de toucher une autre femme qui, comme Adélaïde, ne se laisse pas faire. L'agresseur prend la fuite. La jeune femme, elle, s'engouffre dans la rame de métro, encore choquée. À ce moment-là, j'ai les jambes qui tremblent, je ne réfléchis pas trop. En plus, je descends la station juste après, je descends à Bastille. Donc, j'avoue que je ne calcule pas tellement. Tu es un peu en état de choc, en fait. Tu ne calcules pas, tu ne réfléchis pas. Voilà, quand tu es juste soulagé qu'ils ne soient pas avec toi dans le métro, en fait. La jeune femme poste la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle devient virale et atteint presque 100 000 vues. 2 jours plus tard, un usager pas comme les autres lui répond. Je reçois un message d'un policier qui me demande de prendre contact avec eux. Je compose le numéro, j'appelle, je dis voilà, j'ai été agressée lundi soir en revenant de Marseille à Gare de Lyon. Et là, j'ai pas le temps de finir ma phrase que l'officier qui est au téléphone me dit Adélaïde. Ouais, effectivement. Donc c'est là que j'ai vraiment compris que j'étais prise au sérieux. Adélaïde décide de porter plainte. Donc ils l'ont arrêté en moins d'une semaine. Il a été condamné à 3 mois avec sursis. Il a eu une obligation de quitter le territoire. C'était un ancien policier moldave. Il a été donc reconduit en Moldavie suite à son agression sexuelle sur moi. L'homme a fait appel de sa condamnation. Si son agresseur a été vite retrouvé, c'est grâce aux différentes brigades qui veillent chaque jour sur les usagers du métro. Gare de Lyon, 6h30 du matin. Veste en jean, sweat à capuche et bonnet sur la tête, ce sont les policiers de la BLAST, la brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports. C'est bon, comme ça ? C'est bon. Allez. On a fait l'appel et tout, voilà, c'est bon. Vous ne verrez jamais leur visage, car pour leur mission, ils doivent passer incognito. Ouais. Là, il est exactement 7h moins 10 et on part à cette heure-là parce qu'en fait, ce qu'on va chercher, c'est des agresseurs sexuels et qui profitent que les gens aillent au travail, donc de l'affluence en fait, pour faire ce qu'ils ont à faire, quoi. C'est-à-dire soit juste légèrement ennuyer les filles, soit faire des actes un peu plus graves. Leur terrain de chasse, la ligne 13, reliant Montrouge à Saint-Denis. C'est la ligne la plus longue du réseau parisien et la plus bondée. Comme tous les matins, c'est la foire d'Empoigne. Nous filmons en caméra cachée pour ne pas gêner le travail de cette brigade. Là, le but, c'est de se fondre dans la masse, rester au milieu des gens
Et par contre, essayer de scanner absolument tout le monde, même s'il y a énormément de monde, pour voir s'il y a un détail en fait, qui va attirer mon attention. Donc là, tous les gens, généralement, dans le métro, ce qu'ils font, soit ils sont sur leur smartphone, ou ils regardent d'une façon fixe, ils ne bougent pas la tête en permanence et tout ça. Et dès qu'on voit quelqu'un, par contre, qui commence à regarder vers le bas, qui se déplace un peu vite, ou qui cherche quelque chose comme ça, c'est que soit ça va être un pickpocket ou un agresseur sexuel ou autre chose, mais c'est pas un comportement qui est normal dans les transports en commun. Dans les transports en commun, tout le monde est à moitié endormi, entre guillemets. En plus du comportement suspect, il y a aussi un autre signe qui ne trompe pas, les vêtements. Généralement, ils mettent des pantalons de jogging sans sous-vêtements. Et soit qu'il la pousse, en fait, comme ça, légèrement, toujours avec son sexe en avant, ou qu'il vient simplement se frotter en faisant des mouvements de va-et-vient. Voilà. Ce matin, pas de frotteur sur la ligne 13. Les policiers décident de rejoindre la ligne 5. Elle est aussi bondée et connue pour être l'une des plus prisées par les pervers sexuels. Sur le quai, ils repèrent cet homme en noir au comportement étrange. T'es là, il se décale. Je sais pas s'il mate. Avec Moses, c'est fou là. Il s'est décalé. On va voir la prochaine s'il se colle à quelqu'un. Il regarde. L'homme coche toutes les cases du suspect parfait. En retrait sur le quai, il a déjà laissé passer 3 métros et observe les femmes avec insistance. Pour l'équipe, la question se pose, serait-ce un frotteur? Bah, il est là, il bouge pas. Vas-y, des quelqu'un mais toi là-bas. Finalement, au bout du 5e métro, l'homme se décide à monter dans une rame, suivi de très près par la brigade. Ouais, il monte derrière une meuf en gris. Là, il est monté derrière une meuf avec une jupe, là. Pendant 20 minutes, ils vont observer sans relâche les moindres faits et gestes de l'homme. Mais finalement, fausse alerte. Je vais checker quand même, qu'il fasse, tu vois, style un dos de la main sur la petite bombe là ou quoi, mais il fait rien du tout. On ne sait pas pourquoi il a attendu aussi longtemps, pourquoi il monte tout doucement comme ça, mais en rame il fait rien du tout. Je suis même remonté à côté de lui pour voir au cas où, parce que quelquefois il y a des individus qui se mettent à côté des filles et qui en fait se contentent de les caresser entre guillemets avec le dos de leurs mains. Donc là je me suis replacé pour bien voir s'il n'avait pas la main baladeuse et en fait rien du tout, donc voilà, on laisse tomber. Prendre un frotteur en flagrant délit n'est pas simple, car il n'y a pas de profil type. C'est une personne, enfin un individu lambda, quoi. Ça nous arrive de faire des mineurs ou des personnes âgées, vraiment âgées, quoi. Et pourtant, ce jour-là sur la ligne 5, ils en repèrent un dans la rame. Le petit, tu vois, le jeune qui est collé sur la petite rebelle derrière. Il est tout chelou, il est collé dessus tout à l'heure, il fait des têtes bizarres. Il a les yeux éclatés. Je sais pas ce qu'il a créé. C'est l'expérience qui parle. Bon. Oh, ça va être compliqué. Mais les policiers vont être pris de court. Ah merde. Finalement, il descend. Le suspect est sorti de la rame et attend sur le quai. Facilement repérable, il porte un jogging noir au bandes orange. La brigade ne le quitte pas d'une semelle. Ah, mais tu vois, il se colle. Regarde-le. Oui, il se colle, il se frotte en fait. Il a une mi-molle dans le jogging. Une mi-molle, c'est-à-dire une moitié d'érection visible à travers son pantalon de jogging. Sa victime aussi l'avait repéré. Ouais, ça m'est rendu compte. Trop fort, ouais, il s'est frotté à mort. Hein. Ah, c'est lui, vas-y. Plus de doute, la victime l'a reconnu. Ils peuvent interpeller son agresseur. Le jeune homme n'a rien vu venir. T'as quelque chose devant moi? D'accord. C'est un adolescent d'origine étrangère qui affirme être venu dans le métro pour glaner quelques euros. Non, tu fais pas la manche. Oui. Tu vas sur les filles comme ça, avec ça. Arrête, s'il te plaît. Je fais la manche. Je te regarde depuis tout à l'heure. Non. De l'autre côté du quai, prise en charge par le reste de l'équipe, la victime est une jeune femme de 20 ans. Sous le choc et en pleurs, elle est réconfortée par une passante.
arriver n'importe quand, c'est pas de ta faute. C'est lui qui est vraiment une grosse merde et tu mérites le respect, tu mérites pas ça, avec ça. Bon, et puis ça m'est arrivé aussi, quoi. Bon, même là, qui s'est pas arrivé, je sais pas. Pour la victime, il n'y a aucun doute, elle a été agressée. J'ai senti qu'on se collait à moi, quoi. D'accord. Et du coup, j'ai vérifié pour être sûre, je voyais qu'il était comme ça. Et je mettais un peu des coups de coude pour le décaler. Et j'étais pas sûre, en fait, du coup, c'était... Mais après... Vous avez senti le main ou juste le sexe? Non, directement, aucune main, le sexe directement. C'est la première fois que Léa est agressée dans le métro. Elle a encore du mal à réaliser. Je pensais même pas que c'était en train d'arriver, quoi. Tellement pour moi, c'est un truc de ouf que je me disais c'est moi qui suis folle en fait. J'ai rien de moulant, j'ai rien de transparent, j'ai rien de court, je comprends pas, c'est pas possible en fait. Je rigole parce que j'ai les nerfs en fait, j'ai envie de le tuer, c'est pas possible. Léa fait partie des 10% des victimes qui acceptent de déposer plainte. La policière de la brigade est soulagée, car autrement, l'agresseur aurait été libéré sur le champ. On a souvent l'agresseur, mais on n'a pas la plainte qui suit derrière, donc on ne peut pas l'interpeller. Puis ça, du coup, la personne elle recommence et donc là, c'est très bien. Ça va aller. La procédure contre l'agresseur présumé peut continuer. Mais problème, le mineur prétend avoir seulement 11 ans. Si cet âge est confirmé, il échappera à toute condamnation. Une fois arrivé au poste de police, le jeune homme va être entendu. Il sera accompagné d'une interprète. Il est roumain et déjà connu des services de police pour d'autres faits. On est au courant qu'il s'appelle pas... D'accord. Je sais qu'il s'appelle et qu'il est né le 2004. Je ne sais pas parce que je n'ai pas été à l'école. D'accord. Je ne connais pas ma date de naissance. Mais c'est comment il s'appelle au moins? Mes collègues m'appellent, me surnomment. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Pendant l'audition, il va nier les faits qui lui sont reprochés. Mais comme il a 15 ans et non pas 11 comme il le prétendait, le jeune homme risque une sanction pénale. Légalement, il risque 5 ans de prison. Il est mineur, donc c'est divisé par 2. Et en pratique, ça va beaucoup dépendre du détail des faits et de la décision des magistrats. Il sera de toute façon pas jugé tout de suite. Il y a forcément au moins une mise en examen avec une étude approfondie de sa personnalité, de ses circonstances familiales, etc. Il sera entendu par la justice dans les semaines à venir. Si les agresseurs ne sont pas pris en flagrant délit, parfois les policiers peuvent compter sur les victimes, de plus en plus nombreuses, à filmer leurs agresseurs et à poster les vidéos sur Internet. Celle qui a fait le plus réagir, c'est celle de cet homme qui se touche devant une jeune fille de 20 ans. Comment? Merci. En plus des gestes obscènes, il est insistant. Je veux boire quelque chose? Non merci, c'est gentil. Je vais pas boire. Comment? Non c'est bon merci, je veux pas. Grâce à cette vidéo, l'homme a été arrêté et condamné à 8 mois de prison avec sursis pour outrage sexiste et exhibition sexuelle. Mais cette méthode a ses limites. Car filmer une personne sans son consentement, puis diffuser les images est un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Alors, pour obtenir justice, la meilleure solution, porter plainte auprès de la brigade des réseaux ferrés qui a fait de la lutte contre les agressions sexuelles une de ses priorités. Dans le nord de Paris, les locaux du GICS, le groupe d'intervention à caractère sexuel dans les transports en commun. Créé en 2015, il est composé de 5 hommes et 3 femmes. C'est ici que sont traitées toutes les plaintes déposées en Île-de-France. Les pochettes roses, ce sont tous les dossiers qui sont en cours. S'ils sont sur le bureau d'un collègue, c'est que c'est en cours. C'est toutes les agressions sexuelles, exhibitions sexuelles et viols pour lesquels on est saisi. Actuellement, on en a 277 en cours. À chaque fois qu'une nouvelle plainte arrive, leur priorité, mettre un visage sur la tête de l'agresseur. Et pour cela,
ils peuvent compter sur les milliers de caméras de vidéosurveillance installées un peu partout dans la capitale et dans les villes alentours. Les postes qu'on a ici, c'est toutes les caméras de la ville de Paris. Ici derrière, on a 2 autres postes. Ça, c'est vraiment la spécificité du service. On a les logiciels de relecture de toutes les caméras SNCF pour ces 2 postes ici. Et après, on a ces 2 postes qui sont dits OGE, c'est des logiciels de relecture qui appartiennent à la RATP. Quand ils retrouvent les agresseurs sur la vidéo, ils font systématiquement une capture d'écran de l'individu. Ensuite, pour garder bien en tête son visage, ils l'affichent dans leur bureau. Sur tout ce mur ici, c'est les dossiers les plus récents. On s'attarde à mettre en évidence voilà, les effets vestimentaires, la tenue, le morphotype de la personne. Voilà, vous voyez, pour nous, quand on va rechercher quelqu'un, faire apparaître une calvitie, une forme d'oreille, un nez de profil, voilà, ça pour nous c'est important. Des centaines de visages affichés, à vous en donner le tournis. Et sur cette porte, des agresseurs qui sévissent sur une ligne bien connue de tous les policiers. Elle répertorie tous les individus que nous recherchons sur la ligne 13, qui est certainement une des lignes les plus criminogènes en termes d'agression sexuelle ou d'affaires sexuelles sur le métro parisien. À chaque mur, sa petite spécialité. C'était des gens qui étaient recherchés par nos services sur les années précédentes. On les a pas retrouvés, et comme on ne veut pas les oublier, on les bascule de l'autre côté du mur. On a des gens assez âgés, on a des très jeunes, des personnes SDF, des migrants, des collégiens, des retraités, des fonctionnaires. En tout cas, ils ont tous le même point commun, c'est qu'ils vivent dans une misère sexuelle qui... quoique même pas forcément tous. C'est rare, mais certains agresseurs n'ont pas le physique de l'emploi. Jérôme garde un souvenir précis d'un homme à la vie pourtant bien rangée. Pareil, un mémoire d'un jeune cadre dynamique qui avait 25 ans, qui allait travailler tous les jours à la Défense, je parle de ça parce que informaticien, voilà, informaticien, beau garçon, des filles, voilà, il vivait très bien sa vie, un appartement dans le Marais. Tous les jours, il prenait les transports, il se frottait, il s'éjaculait sur son pantalon, il prévoyait toujours un petit change, il arrivait au boulot, il prenait sa douche, il changeait. Et ça, il nous le dit en audition. On est quand même hyper curieux, des très bonnes situations, bel appartement, des connaissances. Tu préfères pas avoir un rapport consenti avec une de tes amies? Non. Moi, ce que je veux, je préfère largement me frotter dans le métro ligne 1. Depuis la création du GICS il y a 5 ans, les dépôts de plaintes n'ont cessé d'augmenter, avec un pic fin 2017. On a connu une recrudescence de plaintes par rapport au mouvement MeToo et Balance ton port. Non pas qu'on a constaté qu'il y avait plus d'agressions sexuelles, c'est surtout qu'il y avait plus de plaintes, en fait. Parce que la parole des victimes s'est libérée par rapport à ça. Et les victimes se rendent compte de plus en plus que c'est pas normal de se faire frotter dans le métro. Qu'on peut déposer plainte pour ces faits et que la police fait quand même son travail pour identifier et présenter à la justice les agresseurs sexuels. Et cette recrudescence, ils la doivent à une femme, celle qui, grâce à un tweet, a permis aux Françaises de s'exprimer. De l'autre côté de l'Atlantique, New York, l'Eldorado des Français en quête de liberté. Ville de la démesure, du rêve américain. C'est ce qui a poussé cette journaliste à venir s'installer dans la Grande Pomme. Sa vie aux USA, elle la savoure au quotidien. Je suis comme ça tout le temps, souvent je me mets en dehors comme ça, de chez moi, je m'assois et je regarde dehors comme une vieille lady ce qui se passe, et puis j'adore ça, je trouve ça génial. Ici, elle retrouve une tranquillité qu'elle n'a plus en France. Car Sandra Muller est la femme qui a lancé la version française de MeToo, le scandale Balance ton port. Je suis complètement incognito ici, on ne me reconnaît absolument pas. Et je me sens protégée, je me sens bien, je me sens tranquille. Depuis 2 ans, elle est prise dans un tourbillon médiatique. Depuis que le 13 octobre 2017, elle tweete ce message. Tu as de gros seins, tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit. Ces propos auraient été tenus par Éric Brion, l'ex-patron de la chaîne Equidia. Nous l'avons par ailleurs contacté, il n'a pas donné suite à notre demande.
Je ne pensais pas que le tweet serait repris comme ça. C'était une vraie surprise, hein. J'étais la première surprise. Je me suis dit qu'il y avait 2-3 personnes qui allaient me dire moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais je ne pensais pas que tout le monde allait se reconnaître. Le hashtag devient viral. En l'espace de 3 jours, on recense plus de 16 000 témoignages. Elle obtient également le soutien de politiques, mais aussi de médias étrangers. J'ai été donc effectivement faite Person of the Year en Time Magazine, aux côtés d'une trentaine d'autres personnes, femmes et hommes. J'ai été faite aussi après très rapidement héroïne de la France parmi 63 personnes par le président Macron, parce que Brigitte Macron a pris très vite finalement ma défense. Et puis on a eu le Parisien aussi qui m'avait mis dans les Parisiennes les plus influentes. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, ce sont les conséquences de son tweet. Non, en écrivant le tweet, je crois que je n'ai pas pensé à grand-chose. Surtout pas aux conséquences. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu un dictionnaire juridique à côté de moi, parce que je pensais être dans mon bon droit, en fait. Éric Brion, celui qu'elle accuse, décide de porter plainte contre elle en diffamation. Il conteste les accusations de harcèlement sexuel. J'ai essayé de la séduire. Oui, mes mots ont été très déplacés. Je le sais, je l'admets. Et quand je suis rentré chez moi, après avoir dormi, je lui ai envoyé un message pour m'excuser. Mais je ne l'ai jamais harcelée. Le 25 septembre dernier, le tribunal de grande instance de Paris condamne Sandra Muller en diffamation. Elle doit verser 15 000 € à Éric Brion pour préjudice moral. On a considéré que harcèlement, c'était pas le mot que j'aurais dû employer. J'aurais dû employer outrage sexiste ou comportement sexiste. Et c'est en fait pour ça que j'ai perdu. Si au début du mouvement elle est encensée, avec cette condamnation, elle se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Franchement, j'ai trop envie de t'insulter, mais tu mérites pas, menteuse. J'espère que la justice te punira, vieille pute. Mytho, vous êtes une honte. Mytho, ça j'aime bien. Mytho, menteuse, j'adore. Sandra Muller condamnée pour son balance ton porc, une catastrophe, une insulte à toutes les femmes. C'est pas vrai, il a jamais dit ça, t'es imbaisable. Ça, je l'ai eu plusieurs fois. Ou t'es trop moche. En fait, je suis devenue, ce que j'expliquais, je suis devenue la bitch et la witch. Je suis devenue la méchante et la sorcière. Faut pas se laisser intimider. Et c'est dur. Franchement, c'est dur. Faut rester forte. C'est dur. Son engagement, Sandra Muller le paie cher. Cette mère de famille a sacrifié 2 ans de sa vie dans ce combat qu'elle vient de perdre. Est-ce que je regrette? Au niveau de ma vie privée, oui. Parce que j'ai perdu des plumes dans l'affaire. J'ai perdu du temps. J'ai perdu de l'investissement sur mon travail. J'ai perdu des rapports avec mes enfants. J'ai perdu de la santé aussi. Je suis quand même pas très en forme, mais je l'assume. Oui, au niveau de ma vie personnelle, oui, je le regrette. Pourtant, pas question de baisser les bras. Elle a fait appel de sa condamnation en diffamation. Elle est bien décidée à continuer à se battre pour toutes les victimes. Le plus souvent, ce sont des femmes. Elles sont même en surreprésentation, puisqu'elles constituent à elles seules 93% des personnes agressées. Si déjà pour elles, porter plainte est une étape douloureuse, pour les hommes, c'est encore plus délicat. Quelque part en France, nous avons rendez-vous avec Rémi, 38 ans. Il y a 1 an encore, il était infirmier dans un hôpital où, selon lui, il aurait été agressé et harcelé sexuellement par un médecin. S'il a eu le courage de parler, c'est notamment grâce au soutien de la journaliste Sandra Muller. Sandra Muller, en fait, ça a été la première reconnaissance de ce qui m'était arrivé et de la gravité de ce qui m'était arrivé. Quand vous avez une personne comme ça qui vous répond, déjà, vous vous sentez toujours, enfin, vous êtes moins seul et en même temps, vous vous sentez compris. Et alors ça, déjà, ça change parce que pendant quelques mois avant, tu ne l'es pas trop, quoi. Tout le monde dit « je comprends », mais c'est très facile à dire ça. Je comprends, mais par contre, à vraiment comprendre, je pense que c'est beaucoup plus dur. Et Sandra, en fait, elle m'a un peu poussé. Elle m'a dit « voilà, bah, il faut que t'en parles, il faut que tu lèves l'anonymat, etc. » C'était une personne qui m'a poussé à ça, en fait. Parler, mais surtout porter plainte contre son agresseur. Pour cela, il a fait appel à une avocate spécialisée dans le droit du travail, Maître Fèvre. Bonjour maître. Bonjour monsieur.
Vous allez bien? Entrez, je vous en prie, oui. Allez-y. Merci. Son objectif, être reconnu comme victime aux yeux de la loi. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, est-ce que vous êtes toujours en arrêt de travail? Ouais, toujours jusqu'au 7 novembre. Les arrêts maladie s'enchaînent depuis son agression le 1er septembre 2018. Ce jour-là, Rémi et ses collègues perdent un patient. Ils sont tous sous le choc. C'est à ce moment que, selon lui, le chef d'équipe aurait franchi la ligne rouge. Je ressens une main qui me plotte très fort, qui m'agrippe en fait le cul, quoi. Je vous le dis comme ça parce que pour moi c'est vraiment là, je sens que ça peut pas être fait autrement. J'entends un grognement, alors du style comme si vous aviez. Ouais, c'est exactement ça. Quand je me retourne, je vois ce médecin remplaçant avec qui je bosse pour la première fois, et je vois ses yeux, et je vois qu'il l'a fait de manière délibérée et qu'il est sous l'état de la pulsion, quoi, en fait. Ouais. Et là, j'ai été extrêmement grossier parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'il recule. L'infirmier met tout de suite le holà et fait comprendre au médecin que rien n'est envisageable entre eux. Et moi, mon réflexe, en fait, c'est d'expliquer que, déjà, alors c'est bête, hein, mais que je suis marié, que j'ai 2 enfants, et je fais exprès de dire que j'ai une femme, que j'ai des enfants, parce que je me dis, au moins, c'est clair. Rémi pense avoir été compris, mais l'homme ne se serait pas arrêté là. Je compte regagner les urgences, mais là, je me fais bloquer par le médecin, qui m'empêche de passer et qui me dit moi, j'adorerais aller prendre des bains en Allemagne à poil avec toi. Et là, je me sens, c'est pas comme une blague. Donc ce que je fais, c'est que je réagis même pas, je pars aux urgences et là je préviens toutes mes collègues dans son dos, je fais exprès, je leur dis voilà, soyez attentives. Alors que Rémi souhaite alerter ses collègues du comportement déplacé du médecin, il va être confronté à des réactions inattendues. Je ne peux pas en vouloir à mes collègues parce que le premier réflexe, c'est que les gens rigolent parce que je fais 2 mètres de haut, parce que je suis un mec, parce que... Parce que vous n'avez pas le profil de la victime habituelle. Non. Difficilement pris au sérieux, une infirmière va pourtant être témoin d'une nouvelle scène d'agression sexuelle. Une quinzaine de jours. Et là, il rentre, il parle, il dit quelque chose et je reste bloqué dans les yeux de ma collègue secrétaire. Et il me met la main de manière sensuelle et là, je supporte pas. Donc je le subis, donc je sais que sa main découle comme ça, et il passe devant moi, et il s'en va, et en même temps je vois les yeux de ma collègue qui s'écarquillent, qui réalise que ce que vous avez dit est exact. Ouais, en fait c'est ça, ouais. Elle dit voilà, si t'as besoin d'un témoignage, je suis là. Les actes se seraient répétés tout au long de la journée, jusqu'au geste de trop qui va faire craquer Rémi. J'entends une porte qui s'ouvre. Là, par contre, je sens que c'est lui. Je sens quelque chose de pas normal. Et j'ai une main d'un coup là, qui vient du haut de la fesse, de la hanche, et qui vient me caresser jusqu'au pec, presque jusqu'au sternum. Et là, je crie, je lui demande de dégager. Et du coup, je fuis. Donc j'ai tout de suite décidé d'en parler au cadre d'astreinte, qui est venu me voir, qui a eu la gentillesse de me prendre une bonne demi-heure pour que j'explique tout. Pour son avocate, dans cette affaire, aucun doute, il y a bien harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, on est défini évidemment par le code pénal, il se traduit par une notion de répétition. C'est le fait d'imposer de manière répétée des agissements, des propos qui vont être de nature dégradante ou qui vont avoir pour visée de porter atteinte à l'autre. Et dans la situation de Rémi, on est précisément dans une situation d'atteinte à la dignité, puisqu'on est vraiment en phase d'humiliation, de situation de surprise, et on porte offense à l'autre qui n'est pas en capacité, de penser être l'objet de telles attaques, et de se défendre. Dans sa quête de justice, c'est rare, mais Rémi a été soutenu par l'hôpital, son employeur. Alors, le point très positif dans votre situation, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est que votre déclaration d'accident de travail, accident de service a été reconnue par l'établissement. Donc ça veut dire quand même, c'est un bon indicateur, que votre parole, elle a été entendue. Parfait, vous n'êtes pas merci. seul. Allez vous accompagner. Le plus difficile pour Rémi maintenant, c'est d'attendre la date de son procès, qui n'est toujours pas fixée, car l'enquête contre son agresseur est toujours en cours.
Là, j'en bave encore pas mal quand même, mais le palais de justice, ça va être un autre combat. Mais tu sais que ton combat, il n'est pas fait pour rien et que même s'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le font et que les personnes qui subissent ce genre de choses, que ce soit des femmes ou des hommes, c'est difficile, tu te dis bah, peut-être t'ouvres la voie, quoi. Et puis voilà, c'est ton combat, bah écoute, bah fonce et puis essaie de faire de ton mieux. Faire de son mieux, pour lui, ça passe par aider les autres. Il y a un mois, il a créé une page Facebook dédiée aux victimes de harcèlement sexuel dans le milieu hospitalier, où chacun, homme ou femme, peut venir se confier. Il vient à peu près tous les 2 jours. J'essaye d'y aller assez souvent quand même parce que ça me fait quand même pas mal de bien et puis ça donne un sens un peu ça me donne un sens en fait pour avancer. Ça fait 1 an que je suis plus infirmier pour moi dans ma tête. Et là en fait je me retrouve dans ma profession. C'est-à-dire qu'à la base on l'a fait pour aider les autres. Et là quand j'ai des gens qui sont pas bien, qui sont voire pire que moi en fait, je me retrouve dans ce rôle de soignant, d'empathie et ça me fait un bien fou quoi. Donc je sais que je pourrais aider et je pourrais en faire quelque chose. Mais on verra. Souhaite-moi un bon destin. Au travail, dans les transports en commun et surtout dans la rue. Selon un sondage IFOP, 86% des Françaises auraient été victimes d'au moins une agression sexuelle en se baladant. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, l'association Ni Pute Ni Soumise a fait une expérience en octobre dernier. Elle a grimé Antoine, un Parisien de 23 ans. Pendant une journée entière, il s'est mis dans la peau d'une femme. Équipé de caméras cachées et de micros, il a arpenté les rues de Paris et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il révèle une triste réalité sur la façon dont certains hommes traitent encore les femmes. La frange là, on dirait même du porno. Ah, je suis confiné. Bah dites-moi quelque chose, tu me donnes ton numéro. Des comportements déplacés aux agressions les plus violentes, certaines femmes les subissent au quotidien. C'était notamment le cas dans le nord de Paris en 2017. Un quartier populaire devenu un terrain miné pour la gente féminine. À tel point que Marlène Schiappa, la toute nouvelle secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, décide de s'y rendre un soir. J'ai voulu aller constater par moi-même ce qui se passait, puisque tout le monde parlait de la Chapelle-Pajol comme si c'était le bout du monde. C'est à 5 stations de métro de là où j'étais. Donc j'ai voulu m'y rendre par moi-même et j'ai pu voir qu'effectivement il y avait des phénomènes de harcèlement de rue réels, puisqu'il y a des attroupements et des groupements d'hommes jeunes pour la plupart dans la rue et qui font effectivement des remarques, des commentaires, etc. Alors après on m'a beaucoup dit vous étiez en jupe, vous étiez les cheveux détachés, ça. En fait je me suis pas mise en jupe, j'étais habillée comme ça tout au long de la journée et je suis simplement allée avec la tenue que je portais pour ma journée de travail dans ce quartier. Et l'idée, c'était aussi de montrer qu'il n'y a aucun endroit dans lequel on ne puisse pas se rendre quand on est une femme, y compris la nuit. Consciente que les femmes ont besoin d'être protégées, en mai 2018, elle fait voter une loi, l'outrage sexiste. Le scrutin est ouvert. Une nouvelle infraction qui punit le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste. Le texte est adopté à l'unanimité. Selon la ministre, les résultats sont encourageants. Près d'1 an après, on a vu qu'au contraire, à plus de 1000 reprises, c'est énorme. C'est-à-dire que 1000 fois, il y a un policier qui s'est dit « Tiens, cette situation m'a l'air de ressembler à du harcèlement de rue. Je vais y aller, sortir mon matériel, intervenir et verbaliser la personne qui est en train de proférer un outrage sexiste vis-à-vis d'une femme. » Mais pour les femmes, cette loi n'est pas suffisante. Il faut aller encore plus loin. Alors cette fois, elle compte le crier haut et fort. Le kakémono, on va l'accrocher là, contre les grilles. Et chaque phrase sur... Ouais, voilà. Comme ça. Ouais. L'objectif de ce groupe de militants, sensibiliser les passants sur le harcèlement sexuel. Je vais tracer au sol une zone sans harcèlement. C'est une zone dans laquelle on va proposer aux gens de réfléchir à ce que c'est le harcèlement de rue. Chaque personne va inscrire au sol une phrase choc qu'elle a déjà entendue en se promenant dans la rue. Moi je prends « et t'es bonne » et je vais l'écrire sous forme de bulle pour montrer aux gens que cette phrase c'est du harcèlement et qu'on ne dit pas ça à une fille dans la rue. Il faut dire que certains harceleurs ne manquent pas d'imagination quand il s'agit d'aborder une femme.
main et viens avec moi parce que tu es charmante. J'aimerais vraiment que tu sois bien. Elle était bonne. La belle jambe, elles ouvrent à quelle heure? Ouais, super. Tu suces. Point d'interrogation. Phrase entendue plusieurs fois dans la rue, dans le métro. Fait partie des grands classiques, je pense. La sensibilisation commence dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que tu fais? Pour cette mère de famille, la lutte contre le harcèlement sexuel doit débuter le plus tôt possible. Surtout à cet âge-là, découverte du corps aussi. Moi, je prends le temps de lui expliquer que son corps lui appartient. Je lui explique aussi ce qu'elle a le droit de faire avec son corps, ce qu'on n'a pas le droit de lui faire aussi. Et ça, c'est super important. Donc, je passe pas mes journées, mais si je prends le temps de lui expliquer tout ça, c'est dès maintenant. Former les futures générations pour ne pas qu'elles subissent les mêmes agressions que leurs aînés. On va voir comment on peut faire évoluer les mentalités petit à petit pour que peut-être que dans 30 ans ou dans 50 ans, les femmes pourront se balader librement sans avoir peur de recevoir des insultes ou des propos à caractère sexuel. Si aujourd'hui il n'y avait pas foule pour défendre la cause des femmes, ces militantes ne baissent pas les bras. Avec d'autres associations féministes, elles vont rallier leur voix pour organiser un événement national. Dans les rues de Paris, le 23 novembre dernier, c'est une déferlante violette. Plus de 45 000 personnes défilent pour dénoncer les violences faites aux femmes. Nous sommes fortes, nous sommes fières, nous sommes unis et solidaires et en colère. C'est fini, les femmes ne se laisseront plus faire. Une manifestation mêlant hommes, femmes et enfants. Un événement qui n'a pas lieu qu'à Paris. Mais aussi dans de nombreuses villes de province. Au total, c'est plus de 150 000 personnes qui ont battu le pavé. C'est historique, de quoi faire pression sur le gouvernement. Sur les questions des violences sexuelles, il se savait attendu. 2 jours plus tard, c'est la fin du Grenelle contre les violences conjugales lancé en septembre dernier. Nous pouvons faire changer les comportements. 30 nouvelles mesures sont annoncées. Parmi elles, l'éducation à la non-violence entre garçons et filles dès le plus jeune âge. On met en œuvre aussi les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle avec le ministre de l'Éducation nationale pour faire en sorte que dès le plus jeune âge, chacun soit éduqué à respecter autrui, à la notion de consentement, pour faire la différence entre ce qui est de la séduction et du harcèlement. Moi, je suis très frappée de voir qu'on dit souvent aux petites filles, quand un garçon te tire les cheveux à l'école ou t'embête, « Oh, c'est parce qu'en fait, il est amoureux de toi secrètement. » Bah non, en fait, s'il t'embête, c'est juste qu'il est mal élevé et qu'il n'a pas à t'embêter. Il faut lui dire, tu arrêtes de m'embêter maintenant. Il ne faut pas lui dire, j'ai compris, en fait, tu m'aimes en secret et c'est pour ça que tu me tires les cheveux. Je trouve que ça, c'est vraiment la base du malentendu entre les femmes et les hommes qui fait que plus un homme ensuite traite mal une femme, plus elle a le sentiment qu'il est attaché à elle. Non, quelqu'un qui est attaché à vous, en général, il vous traite bien. Quelqu'un qui vous tire les cheveux, c'est pas très bon signe. Éduquer, mais aussi protéger les femmes victimes d'agressions. On a ouvert 10 centres expérimentaux de soins psychotrauma. Parce qu'on se rend compte maintenant que les violences sexistes et sexuelles, ça peut créer des traumatismes. Ça peut être celles qui évitent certains endroits, qui évitent certains vêtements, qui du coup se sentent mal à l'aise dans le contact vis-à-vis des autres. La liste des traumas causés par les violences sexuelles, même du, entre guillemets, simple harcèlement de rue, elle est très grande parce que parfois on dit oui mais il ne fait que lui parler, etc. En fait, le fait d'être intimidé, de se sentir en insécurité, ça peut avoir comme conséquence par exemple de laisser certaines personnes en hypervigilance permanente. C'est quelque chose qui est épuisant physiquement et psychologiquement. Des traumatismes bien réels. Dans l'est de la France, Delphine, 40 ans, tente de se reconstruire suite au harcèlement sexuel subi il y a 8 ans. Elle se rend 2 soirs par semaine dans cette salle de sport. Là, je prépare ma tenue de guerrière, du coup. Ça me permet vraiment de me vider la tête, d'évacuer toutes les tensions que je peux avoir, le stress. Ici, Delphine ne vient pas pour un cours de gym. C'est le moment que je préfère. Pourquoi? Parce qu'on va taper, ça fait trop du bien. Pendant plus d'1 heure,
Laurent leur apprend des techniques de défense radicales. On va saisir la tête. 1, 2, 3, 4, on kick le kick. Ça me fait trop du bien. C'est ce qu'il faut parce que dans la rue ou quoi, c'est toujours fort. Faut y aller. S'entraîner avec des hommes est la volonté de Delphine. Elle veut être prête pour affronter ce qui peut éventuellement lui arriver en dehors de ces murs. Le fait de combattre avec un homme, ça permet de taper dedans et de... Si on est confronté à la réalité, du coup, on ne sera pas surprise par la carrure d'un homme ou quoi qu'il peut faire. Si aujourd'hui elle renvoie l'image d'une femme forte, c'est libérateur. C'est vraiment se faire du bien, quoi. Merci. Merci. À l'intérieur, Delphine est brisée. Victime de harcèlement sexuel au travail, elle tente de se reconstruire, tant bien que mal. Salut. Salut Delph. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, oh, j'ai froid. Salut. Avec Inès, une spécialiste de la sophrologie, Delphine apprend des méthodes de respiration et d'imagerie mentale. J'ai vraiment besoin, toi, de me sentir protégée, en fait. Ok. Voilà, tu contractes les bras jusqu'au bout des doigts et tu pompes. Allez, encore les épaules, ouais. Quand t'as envie, tu largues. Oui, super. Pendant 1 heure, et ce régulièrement depuis 7 ans, les deux femmes enchaînent les exercices. Ça chamboule. Une aide devenue indispensable pour reprendre le cours de sa vie. Car il y a 8 ans, le supérieur hiérarchique de Delphine a profité de sa position pour la harceler sexuellement. C'était toujours des propos, oui, à caractère sexuel et ce regard. Porté sur ma poitrine, je partais, par exemple, j'étais devant, lui était derrière moi, je sentais bien, il me dévisageait. J'étais assez à côté de lui dans la voiture. Voilà, c'était ça. Mais c'était très malsain. C'était une main posée là. Je me sentais nue, en fait, quand il me regardait. Des paroles et des actes aux lourdes conséquences. En arrêt maladie pendant 5 ans, Delphine, fonctionnaire dans les forces de l'ordre, sombre et devient méconnaissable. Donc là, du coup, tu vois, c'était avant, en fait, j'étais blonde. J'étais vraiment quelqu'un, tu vois, qui était pleine de vie, qui aimait voir du monde, être entourée de mes amis. Et j'avais cette féminité-là que j'ai perdue, quoi. Et puis, voilà, ça, c'est quand c'est arrivé. Et j'ai essayé de surmonter ça, en fait, par le fait de m'être coupé les cheveux tout court, de m'être teinte en brune. Pour moi, ça avait un côté à me dire, c'est sûr, je n'attirerai plus l'œil d'un homme. Enfin voilà, j'ai les cheveux tout courts, je ressemble plus à un garçon. Et je voulais vraiment, en fait, cacher ma féminité. Et puis pour moi, elle n'était plus là, donc voilà. 8 ans après les faits, ces images sont toujours aussi difficiles à regarder. Celle-ci, elle était heureuse, elle était bien, elle était pleine de vie. Et celle-ci, c'est la mort, quoi. C'est la souffrance, c'est la... Il aura fallu plus de 5 ans pour que Delphine soit reconnue victime d'harcèlement sexuel par le tribunal administratif. Un combat long et douloureux, mais qui porte ses fruits aujourd'hui. Je me dis, voilà, tout ce que je fais, c'est pas pour rien. J'ai une première reconnaissance, même si elle est administrative, c'est une première reconnaissance. On m'a entendu, quoi. On serre tellement les dents, il y a tellement de papiers à faire, et quand on a cette décision-là et qu'elle est rendue, ça a été... Pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Le combat ne s'arrête pas là pour Delphine. Elle souhaite avancer et retrouver la femme qu'elle était avant cette agression. Prochaine étape pour elle,
retrouver sa féminité. Et c'est accompagnée de Marie, rencontrée au Self-Défense, que Delphine se lance le défi de reporter une robe pour la première fois depuis son agression. Du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais essayer. Moi, je n'ai aucune idée. C'est vrai. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens vous voir parce que je souhaiterais me rhabiller, en fait. Et j'aimerais voir ce que vous avez en boutique. Au milieu de tous ces vêtements, Delphine ne sait plus trop où donner de la tête. Il a l'air sympa. Mais du coup, au niveau de la longueur, on est juste... Ouais. Un décolleté. Je sais pas. C'est l'étape d'après. Ouais, bah ouais, je me lance. Motivée à l'idée de changer, elle se laisse porter et accepte les différentes tenues, sans grand succès. Vous sentez comment dedans? Déguisée. Je trouve qu'on voit mon ventre et j'ai l'impression que ça me passe en fait, de par la longueur. Ça fait trop sévère. Ça fait working girl. Ça, non. J'aime pas du tout. Après plus d'1 heure d'essayage, Delphine va-t-elle trouver chaussure à son pied? J'aime beaucoup celle-ci. Oui, elle te tente bien. Tu te trouves jolie dedans? Ouais, ouais, je me trouve... ça me fait drôle, mais en même temps, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Ah, c'est beau, j'aime vraiment bien. Lancée, Delphine prend goût à l'exercice, jusqu'à la tenue coup de cœur qui va tout changer. Alors, vous trouvez comment dedans? Trop belle. Ah oui, ça se voit. Je suis trop bien. Ça fait bizarre, ça fait du bien. Pour la première fois depuis 8 ans, Delphine se trouve attirante. Tu vois, les cheveux... Là, tel que je me vois là, pour moi, je suis plus la victime, quoi. Je suis autre chose, je suis moi. Ça te donne envie de changer ça me donne envie habitudes? De changer, ouais, ça me donne envie de changer, ouais. Une première étape de franchie qui redonne espoir à Delphine. Comme elle, chaque année, des milliers de femmes à travers la France tentent de se reconstruire. En 2018, chaque jour, ce sont plus de 11 plaintes déposées pour violences sexuelles, soit plus de 30% que l'année précédente. La parole se libère grâce au mouvement MeToo et Balance ton port, mais le combat est loin d'être terminé.